dès maintenant en première ligne. Principalement le daratumumab. Il y a eu cet essai à Lyon qui a été publié en même temps que la présentation à l'ASH dans le New England. C'est l'association daratumumab VMP versus VMP. Et puis il y a une étude aux États-Unis qui associe le daratumumab au KMT. Et ensuite, actuellement à Toulouse, on réalise cet essai avec l'isatuximab, qui est l'équivalent du daratumumab de chez Sanofi, donc isatuximab VRD versus VRD. Donc juste pour vous montrer l'étude portée, il y avait un bras KRD, finalement deux bras, parce qu'il pose aussi dans cet essai la question de la greffe, et c'est pas l'intérêt. Donc vous voyez que les patients ont d'excellents taux de réponse après l'induction, et ce, quel que soit le niveau de risque, donc soit en cytogénétique, soit en ISS, soit en RISS, avec plus de 70% des patients qui vont atteindre 90% de réponse immunitaire. Pour les CS-WAV, il a été étudié dans le Lancet l'année dernière. Vous voyez, en temps de durée de réponse, on est à peu près 4 ans chez des patients en première ligne avec le BRD. Alors, il y avait eu un petit peu de polémique sur cet essai, puisqu'il y avait surtout des sujets plutôt jeunes, alors que c'était censé être une cohorte de sujets plutôt âgés, donc il y avait plutôt des 65 ans que des 80 ans, et certains ont eu une intensification, mais globalement, le VRD sans intensification était meilleur en termes de durée de réponse. L'association DARA-KRD, donc sur un schéma avec du perfusonide hebdomadaire, vous allez voir que l'or il reviendra dans l'essai ARO de chute, et là aussi, d'excellents taux de réponse après 4 cycles et 8 cycles. Il n'y avait pas de toxicité sur cette association, donc à 4 drogues. L'étude Alcyone dont je vous ai parlé, le daratumumab VMP, donc c'est un petit peu biaisé puisque les deux VMP étaient identiques, 9 cycles, mais le daratumumab était poursuivi jusqu'à progression. Donc le bras daratumumab fait mieux en PFS, mais on voit qu'on a quand même un gain de réponse qui n'est pas négligeable avec l'adjonction du daratumumab, et il y a même des patients qui vont obtenir des taux de MRD négatifs avec un seuil à 10-5 qui a été retenu par la FDA comme seuil minimal de MRD. En ce moment, vous voulez que je prenne le micro ou... Oui, je pense que c'est essayer de l'approcher pour que ça change de... Sinon, je ne me mets pas. Et je ne sais pas. Allez-y. Non. Ah, non. C'est pas bien, c'est pas. Décidément. Donc pour Toulouse, la MRD est faite en NGS et on est à 10-6. Ah oui, voilà. Alors, est-ce qu'on peut renforcer l'intensification? Vous savez que le Melphalan cherche un partenaire. Donc le Valcad, malheureusement non. On a présenté cet essai qui est négatif en termes de supériorité de réponse, et il y aurait peut-être un intérêt à utiliser le busulfan en association au Melphalan, surtout pour les hauts risques, avec, vous voyez, cette courbe de PFS avec un suivi médian à 32 mois qui est en faveur de la jonction du busulfan. Et puis, on va certainement revenir aux doubles intensifications pour les myélomes de haut risque, avec peut-être un petite subtilité, c'est qu'ils auraient quand même une consolidation entre les deux greffes. Donc vous voyez là, ce sont les courbes en faveur de la double intensification, principalement sur les patients, encore une fois, à haut risque. Alors, l'entretien, vous savez tous qu'il y a eu cette polémique avec le régulier d'entretien qui a démontré de façon manifeste un intérêt en termes de PFS. Il n'y avait pas de données de survie globale, donc il y avait des difficultés à l'enregistrement du régulier. Finalement, une méta-analyse a démontré qu'il y avait un intérêt en survie globale, et ça a été confirmé par l'étude anglaise, le myéloma 11. Et vous voyez ici, il n'y a pas de doute, le lénaïdoïde en entretien fait mieux, quel que soit le risque cytogénétique, puisque dans l'essai français, on avait du mal à mettre en évidence un intérêt dans les hauts risques. Et vous voyez, pour le moment, il n'y a pas une traduction significative en termes de survie globale, mais quand on regarde une méta-analyse qui met l'étude française, l'étude canadienne, américaine plutôt, et puis l'étude italienne et l'étude anglaise, c'est en faveur du Revlimid en antibiotique. La question, c'est combien de temps? Pour le moment, l'IFM a validé jusqu'à 2 ans, et la semaine dernière, Michel nous a dit en fait, pourquoi pas 3 ans? Pour le moment, je ne sais pas. Donc, pour le daratumumab, je vous l'ai montré, il va être présent à toutes les lignes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sera bientôt disponible, enfin bientôt,
dans quelques années disponible en sous-cutané avec une formulation qu'on appelle concentrée pré-mélangée qu'on peut injecter en 3 à 5 minutes. Et puis là, pour le moment, je ne sais pas si vous avez franchi le cap. Nous, on fait le daratumab en 1h30, donc il n'y a aucun souci. Après la 3e injection, s'il n'y a pas eu de problème, d'allergie, donc vous voyez 20% de la dose sur les 30 premières minutes, et puis ensuite le reste sur 60 minutes. Ça fait un volume total à 550 minutes. Mais il faut enlever le filtre. Donc pas de filtre sur la tubulure. Et donc vous voyez, le plan de développement du daratumumab, il est assez impressionnant à toutes les lignes. Myélome indolent à haut risque, première ligne, maintenance, rechute avancée. Et il y a aussi chez les M+, possiblement. Alors moi, ce qui m'avait intéressé, donc ça, mes collègues, quand j'avais fait le postage, je leur avais déjà montré, c'était des études de prophylaxie anti-infectieuse. Donc 2 études intéressantes, l'étude anglaise qui s'appelle TEAM2, puis je vous montrerai ce que l'IFM a publié récemment sur l'étude FIRST. Donc vous voyez, en fait, ce qui est important, c'est qu'au début de la maladie, le myélome, les patients meurent principalement d'infection et de pneumopathie. Et vous voyez dans les essais toujours les anglais, donc le myélome à 9, entre 2002 et 2009, plus de 20% des patients décédaient dans les 4 premiers mois d'une infection. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc là, ils ont pris le parti de prendre une quinolone. Alors Loïc pourra commenter parce que je crois qu'il avait fait un essai avec la lévofloxacine aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on diminue les risques d'infection, des épisodes fébriles et de décès sans avoir de sélection de bactéries résistantes. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que le Bactrim était également très important et qu'il valait mieux avoir les deux, l'antibiotique et le Bactrim. Pour l'IFM, donc, on a réussi à faire un score de risque d'infection dans les premiers mois. Donc vous voyez, en fonction de la bêta-2-microglobine, des LDH, du taux d'hémoglobine et du performance statut, on va avoir un total qui est entre moins 3 et 1 qui sera un risque faible, et entre 2 et 5 qui sera un risque élevé. Et vous voyez, ça discrimine bien les patients, avec pour les patients un risque 24% de risque d'infection dans les 4 premiers mois versus 7%, alors que la plupart dans les essais avaient une prophylaxie anti-infectieuse. Et puis il y a eu cet essai intéressant pour la grippe, donc, qui s'appelle Shivering. Alors c'est difficile de l'utiliser en pratique courante, puisque l'on n'a pas les vaccins fortement dosés contre la grippe en France. C'est quelque chose qui est recommandé aux États-Unis après 65 ans. Mais ce qui était important, c'était de voir qu'avec un schéma équivalent boost, c'est-à-dire à 2 injections à 1 mois d'intervalle, les pourcentages de séroconversion étaient beaucoup plus importants chez les patients qui avaient eu ce schéma boost. Et aussi, dans ce qui est écrit en rouge, ce qui était intéressant, c'est de voir que les patients qui étaient traités par IMID avaient plus de chances de répondre à la vaccination que les autres, et également s'ils bénéficiaient d'anticorps, d'une supplémentation en immunoglobuline. Et pour terminer, donc ça c'est l'ordre qui voulait que je vous parle de ça. Donc l'essai denosumab versus Zometa a été publié dans Lancet Oncologie il y a quelques temps. Donc c'était un essai de non-infériorité, donc il est positif, le denosumab n'est pas inférieur au Zometa. Et donc il y a eu des recommandations qui ont été publiées récemment aussi par les Américains pour l'ASCO. Et donc en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut faire le Zometa tous les mois ou tous les 3 mois, une fois que la maladie active est passée. Ils vont peut-être mieux utiliser le denosumab chez les patients qui ont une insuffisance rénale sévère. Le paludronate peut être donné, mais il faut prolonger les durées de perfusion. Et donc, ils recommandent un traitement pour 2 ans. En pratique, nous, c'est pas ce qu'on fait, ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Et vous voyez, on peut envisager tous les 3 mois. Et ce qui est important, c'est de regarder ça. Alors, c'est en dollars. Mais quand même, donc vous voyez que si on fait du Zometa ou de l'Aredia, même pour l'année, ça coûte nettement moins cher que le denosumab. Donc je pense qu'il faut peut-être le garder pour les patients avec insuffisance rénale, et encore on n'a pas cette habitude. Voilà. Et donc on fait tout ensemble ? Oui, on fait tout ensemble. Merci, parfaitement dans les temps. J'ai parlé. Ouais.
Ok, donc je fais une deuxième partie sur la rechute. Je vais vous présenter des mises à jour de deux plus gros essais, enfin en tout cas des deux essais qui donnent les meilleurs résultats en rechute dans le myélome. Donc la mise à jour de Pollux, sans peut-être redétailler tout le schéma, mais enfin ça a randomisé Revlimid Dexa contre Revlimid Dexa chez des patients ayant au moins reçu une ligne de traitement antérieure, et en fait c'était la médiane. Les patients avaient reçu en médiane une ligne de traitement antérieure, mais pouvaient avoir reçu jusqu'à 11. Donc, pour vous parler donc, des données de MRD, avec donc l'obtention de MRD négative avec des sensibilités jusqu'à 10-6, qui sont obtenues même avec de rechute, et qui sont plus fréquentes bien sûr dans le bras DARA-RD que dans le bras RD. Donc, au niveau de la MRD, un message important quand même, c'est que si on obtient une MRD négative, que ce soit en ayant reçu du RD ou du DARA-RD, la PFS est similaire. Donc, le bras DARA-RD donne des réponses plus profondes, des MRD plus fréquentes, mais si on obtient une MRD négative avec le RD, l'évolution est similaire. En ce qui concerne l'actualisation des données de PFS, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec un recul, un suivi médian de 30 mois, le bras DARA-RD n'a toujours pas atteint la PFS médiane. Donc elle sera supérieure à 30 mois, ce qui est très prometteur dans le myélome en rechute. La mise à jour de l'essai Euspire, qui randomisait KRD versus RD chez des patients là encore en rechute, mais qui avaient la population incluse avait reçu en médiane 2 lignes antérieures. Donc on connaissait déjà les données de PFS, donc avec une PFS médiane du bras KRD qui est là aussi très intéressante à 26 mois, contre 16 mois pour le bras RD. Et ce qui est nouveau, ce sont les données de survie globale, avec pour la première fois dans un essai en rechute dans le myélome, un gain en survie globale qui est de l'ordre de 8 mois en faveur du bras caprisimide Reltex. Je vais vous parler de l'essai Optimisme qui a été présenté à l'ASCO de cette année, qui est un essai de phase 3 randomisé qui comparait pomalidomide Velcade-dexaméthasone contre Velcade-dexaméthasone chez des patients en rechute ayant obligatoirement été déjà exposés au revlimid. Donc, 1 à 3 lignes antérieures, exposition obligatoire au revlimid, exposition antérieure éventuelle au Velcade, mais il ne fallait pas être réfractaire au Velcade 2 fois par semaine. Là. Donc le bras PVD recevait le pomalidomide à la dose de 4 mg par jour pendant 2 semaines avec une semaine de repos, associé au Velcade 2 fois par semaine, 2 semaines sur 3 et à la Dexa faible dose. Le bras Veldex était un bras Veldex standard avec des cycles de 21 jours. Et le schéma était donné jusqu'à progression. Par contre, dans le bras PVD, on passait à partir du 9e cycle au bortezomib 1 fois par semaine et non pas 2. Donc la population qui a été incluse dans cet essai avait donc, selon le critère d'inclusion, été exposée au revlimid à 100%, avec 70% des patients qui étaient réfractaires. Pour le Velcade, 10% de réfractaires. En médiane 2 lignes antérieures, les patients avaient en médiane un temps depuis le diagnostic d'un peu plus de 4 ans. Donc je donne les résultats du bras PVD, puisque le bras contrôle n'est pas spécialement intéressant. Donc la PFS médiane dans cette étude de l'association pomalidomide Velcade-dexaméthasone était de 11,2 mois. Et dans le sous-groupe des patients qui avaient reçu le PVD juste après le revlimid, là, la PFS médiane était de 20,7 mois. Donc si on essaye de se rappeler les résultats des essais un petit peu similaires à ça, l'association pomalidomide dexaméthasone, elle donne des PFS d'environ 4 à 6 mois selon les séries. Et si on regarde l'association PCD, il y a plusieurs schémas de PCD, mais enfin, les PFS médianes du PCD, c'est plutôt entre 8 et 10 mois. Donc, 11 mois avec
Pomavel-Dex. Bon, je ne sais pas si certains seront convaincus. Quoi? On votera après. Donc, autre essai, l'essai Haro, qui a été présenté à l'EHA cette année. Donc, carfilzomib en rechute, une fois ou 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, 3 semaines sur 4 à 27 mg/m², versus une fois par semaine à 70 mg/m², 3 semaines sur 4 là aussi. Donc déjà, on voit une différence de la dose totale reçue par les patients entre les 2 bras, puisque ceux qui sont dans le bras 70, ils reçoivent plus de carfil que ceux qui sont dans le bras 27. Donc des patients qui avaient reçu 2 à 3 lignes antérieures, qui avaient déjà eu au moins un inhibiteur du protéasome et au moins un homicide, et c'est en association avec la dexamethasone. Des cycles de 28 jours. Donc la population qui a été incluse avait reçu en médiane 2 lignes et demie antérieures, 42% des patients étaient réfractaires au Velcade et 84% des patients avaient été exposés au Revlimid. Je n'ai pas trouvé combien étaient réfractaires. Donc on voit que ce soit en taux de réponse et en PFS que le bras 70 une fois par semaine fait mieux que le bras 27 2 fois par semaine. Donc les taux de réponse c'est 63% versus 41%, largement significatif, et une PFS de 11,2 mois contre 7,6 mois. En termes de toxicité, il n'y avait pas d'ajout de toxicité dans l'un ou l'autre bras. Nous, le souci, c'est que ça ne nous donne pas de réponse sur une comparaison au schéma qui est autorisé en AMM actuellement, qui est à 56 x 2. On ne sait pas si 70 x 1 fait mieux que 56 x 2. Les carticelles dans le myélome, pardon? On sait que 56 x 2, c'est Ok. Donc on discutera de ça. Je vous donne le résultat d'une phase 1 de carticelle dans le myélome, donc qui s'appelle BB2121. Des carticelles de deuxième génération avec la cible BCMA, avec comme molécule de costimulation le 4,1-BB qui a été choisi parce qu'il donne moins de toxicité aiguë que le CD28 et une persistance plus longue des carticelles chez le patient. Donc c'est une étude de phase 1 en 2 parties. Une phase d'escalade de dose de 50 à 800 millions de carti, et ensuite une phase d'extension où les doses retenues étaient de 150 à 450 millions de carti. Voilà. Donc, il y a une cathérèse, un temps de fabrication qui est d'une dizaine de jours, un conditionnement par fluida 30 mg/m² pendant 3 jours et endoxan 300 mg/m² pendant 3 jours, 2 jours de repos et une réinjection à vivant. C'est une série de 43 patients, ce qui est la plus grande dans le myélome rapporté. 21 dans la phase d'escalade de dose et 22 dans la phase d'extension. Les patients sont très avancés, en médiane 7 lignes, et dans la phase d'extension, ils avaient forcément déjà reçu le daratumumab. Donc les principaux messages des résultats, c'est la corrélation entre la dose et la réponse. Par contre, pas de corrélation entre la réponse et le niveau d'expression de BCMA. Chez les patients qui avaient reçu une dose dite suffisante entre 300 et 800, il y avait 95% de réponse, dont 50% de RC ou de RC non complètement confirmé. Et sur l'ensemble de la cohorte de 43 patients, 16 cas de MRD négative, et ceux-là avaient une PFS prolongée de 18 mois, et une PFS médiane sur la cohorte de 1 an. En termes de toxicité, ça reste encore raisonnable. Un cas de neurotoxicité de grade 3, 63% de CRS, mais seulement 2 cas de grade 3 qui ont été réversibles très rapidement. Les schémas d'induction qui augmentent en nombre de drogues à 3 et 4 drogues avec une toxicité qui apparaît gérable.
un traitement qui maintenant est quasiment tout le temps vu au long cours jusqu'à l'entretien. Le retour de la double autogreffe dans les hauts risques, une rationalisation de la prise en charge des prophylaxies anti-infectieuses, le test une prévention de la grippe un petit peu plus active, et le Zomépa qu'on peut faire tous les 3 mois, après quelques mois. Éventuellement le denosumab que nous non plus nous n'avons jamais utilisé. En rechute, l'intérêt d'associer le pomalidomide, jusque-là nous on l'associé à l'endoxan. Je pense qu'on va continuer, mais bon, peut-être plus tard avec Velcade, Carfil ou Dara. Les doses de carfilzomib, pour l'instant, on utilise 56 x 2, mais peut-être on ira vers un schéma hebdomadaire qui est quand même beaucoup plus simple pour les patients et pour tout le monde. Et puis le premier essai carticelle qui s'est ouvert en France à Lille et à Nantes, c'est la phase 2, l'essai Karma qui fait suite à la phase 1 que je vous ai dit.